Donc, ça nous fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter quelques résultats autour des questions de pluralité des genres et d'autisme. On va bien sûr là, s'entendre ensemble sur quelques significations au départ et puis contextualiser la recherche. C'est comme un peu une deuxième conférence d'une série de deux, dans le sens où, à l'automne, j'ai présenté la question plus large des rapports de genre et de l'autisme à travers trois de mes projets actuels. Et suite à ça, il y avait eu quand même une grande demande là, pour qu'on présente plus précisément les recommandations pour la pratique des enjeux communs à l'autisme et la pluralité des genres. Donc, on n'a pas besoin d'avoir assisté au premier midi crémis de l'automne pour comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui, pas du tout. Et on va refaire une mise en contexte plus ciblée, par contre. Je pense que l'enregistrement de l'automne est disponible sur notre site dans notre dossier web. C'est un projet de recherche qui a pris fin à l'automne dernier. Et on peut donc trouver le rapport final. Donc, on va mettre le lien qui mène au rapport dans le chat. Si jamais vous n'avez pas le temps de le noter ou je ne sais trop, c'est disponible sur notre site cremis.ca. Si vous allez dans Publications récentes, vous allez voir le rapport. Il y a aussi quelques infographies et un résumé qui vont paraître éventuellement. Et donc, pour l'instant, c'est l'entièreté du gros rapport là, qui est sur le site. Donc, avant de commencer, je voulais poser avec vous quelques repères. Donc, on est au croisement vraiment de deux univers d'expertise, l'autisme et la question de l'identité de genre. Donc, c'est vraiment au croisement de ces deux univers-là que la recherche et la présentation d'aujourd'hui se situent. Et donc, pour deux très courtes définitions ici, pour qu'on parte du même pied. Donc, d'abord, un mot sur l'autisme. Donc, la définition scientifique, disons, consensuelle, médicale, selon l'American Psychiatric Association. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par des différences au niveau de la communication, de l'interaction, des intérêts et de la pensée. Deux choses ici. Premièrement, dans cette présentation, on va parler de TSA pour désigner la catégorie diagnostique. Quand on parle d'autisme tout court, c'est pour désigner l'ensemble des discours, des pratiques, des représentations qui constituent le phénomène social de l'autisme. Également, il y a différentes manières de nommer les personnes concernées. Donc, on vous encourage à demander aux gens et aux groupes avec qui vous travaillez comment ils et elles voient la chose. Pour ce qui est de notre démarche ici, on va utiliser ce qu'on appelle la dénomination « personne » d'abord. Et donc, on va parler de personnes autistes. On va aussi parler de neurodiversité pour désigner l'ensemble des variations cognitives, neurologiques qui existent dans la diversité humaine. Et donc, souvent, il va arriver aussi qu'on parle de personnes neuroatypiques, neurodiverses, neurodivergentes. Ce sont tous des synonymes. C'est aussi une manière de vous rappeler très rapidement que, comme on entend souvent, l'autisme, c'est un spectre, donc qui a différents visages. Et donc, il arrive que dans vos pratiques cliniques, par exemple, vous accompagnez des personnes qui n'ont pas de diagnostic officiel, mais qui peuvent présenter certains traits atypiques. Donc, on est vraiment ici dans une acceptation large là, du phénomène et on ne cherche pas ici à établir une ligne là, qui départagerait les personnes avec un diagnostic, les personnes en attente de diagnostic, les personnes avec pas de diagnostic, etc. Deuxièmement, un mot sur la diversité sexuelle et pluralité des genres. C'est une définition qui est devenue assez classique de Lynn Chamberlain et que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et ça désigne l'ensemble des variations, tant comportementales que identitaires, liées à l'identité de genre et l'orientation sexuelle. La diversité sexuelle et pluralité des genres aussi peut se comprendre en spectre. Et donc, on va en dire un mot plus précisément là, vers la fin de la présentation. Et donc, on va voir que finalement, ces deux spectres-là, la neurodiversité, la diversité sexuelle et pluralité des genres, se croisent, peuvent se croiser et se croisent. Comme je l'ai dit peut-être un peu au début, on ne pourra pas malheureusement dresser à l'ensemble des meilleures pratiques actuelles dans les deux domaines séparés. Donc, mais je vous encourage à aborder avec toutes les personnes que vous accompagnez, comment ils voient la chose.
comme je le disais. Et donc, en diversité sexuelle, pluralité des genres, eh bien, c'est de respecter le prénom d'usage et le pronom que les personnes utilisent. Euh, bon, j'essaie de prioriser mon propos. Donc, ici, on parle de diversité sexuelle et pluralité des genres. Donc, ça désigne vraiment plusieurs choses, plusieurs phénomènes, plusieurs identités différentes. La dominante dans la littérature qu'on a analysée, et donc la dominante de notre présentation d'aujourd'hui, ce sera plutôt du côté de la pluralité des genres et de l'identité de genre. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a aussi une littérature qui va inclure le rapport à l'orientation sexuelle ou aux pratiques sexuelles. Et donc, je vous renvoie au rapport, dans le fond, pour voir les réalités plus spécifiques dans ce grand ensemble de diversité sexuelle, pluralité des genres. Donc, comme je le disais, je sais qu'il y a aujourd'hui des gens des deux univers d'expertise. On n'aura pas le temps d'entrer dans les spécificités de chacun de ces univers, mais vraiment de rentrer dans le vif du sujet puis exposer les croisements qui sont présents entre ces deux univers-là dans la littérature scientifique et les enjeux que ça soulève pour l'intervention. Courte note aussi qu'on est dans une démarche de recherche sociale qui vise à interroger la constitution des catégories, prendre en compte le sens qui est donné par les personnes à leur expérience. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui, par exemple, qu'on va trouver des réponses sur les inventaires à utiliser en évaluation ou sur les seuils diagnostiques. Hein. On est moins dans cette partie-là de la problématique, mais vraiment plus dans le qualitatif et l'analyse des rapports sociaux qui traversent ces thématiques-là. Notre objectif étant d'amener davantage de réflexivité et de sensibilité dans nos pratiques. Peut-être dire aussi simplement, rapidement, Raphaël va vous en parler, que c'est un domaine qui bouge très, très, très vite. Donc, ça a bougé pendant qu'on a fait la recherche, ça continue de bouger, cette intersection entre autisme et pluralité des genres. Et donc, quelqu'un qui écouterait cet enregistrement dans 3 ans, peut-être qu'il devrait, hein, je parle au futur, à la future personne qui nous écoute, peut-être qu'il y aura des compléments d'information à aller chercher, parce que c'est un domaine qui bouge très vite. Je pense que c'est tout pour la mise en contexte. Donc, si je ne me trompe pas, selon notre plan, Raphaël, la parole serait à toi. Oui, merci Lisandre. Bonjour tout le monde, merci d'être là. D'abord, pour commencer, je voudrais mettre en place certains constats qui aident au contexte de la recherche. Donc, un des constats de base, comme vous le voyez ici, c'est que davantage de personnes qui sont de la DSPG, la diversité sexuelle, pluralité de genre, on va utiliser l'acronyme quand même souvent ici, donc davantage de personnes de la DSPG chez les personnes autistes que dans la population neurotypique et inversement. Donc, par contre, les chiffres qui sont observés, ils varient beaucoup. En effet, il y a diverses hypothèses qui influencent qui va être identifié comme personne autiste ou de la DSPG. Et pour commencer, j'aimerais montrer certains biais dans les études qui possiblement influencent justement ces chiffres-là. Donc, il y a des biais qui sont aussi dans les outils diagnostiques aussi. Ça part des études, ça influence les outils diagnostiques et ensuite la co-occurrence de DSPG et d'autisme. Donc, d'abord, il y a les biais androcentriques, c'est-à-dire que la majorité des études ont été faites avec des personnes garçons ou des personnes assignées garçons à la naissance et les outils diagnostiques qui ont été basés sur ces études-là. Donc, ils ont tendance à identifier surtout des personnes qui ont une cognitivité dite masculine. Il y a d'ailleurs une théorie assez populaire qui estime que les personnes autistes ont, entre guillemets, un cerveau masculin extrême. Donc, avec une littérature comme ça, vous comprenez qu'il y a beaucoup de femmes ou de personnes ayant des traits genrés dits féminins qui ne seront pas diagnostiquées pour l'autisme à cause de ce biais androcentrique. D'un autre côté aussi, il y a des biais qu'on appelle ici de cadrage et de méthodologie. C'est la réalité souvent dans bien des domaines d'études, mais dans ce cas-ci, sur l'autisme, la majorité des études sont menées dans des pays anglo-saxons, des personnes blanches, verbales, qui viennent d'origines socio-économiques plus favorisées, qui n'ont pas de déficience intellectuelle ou d'autres diagnostics de troubles développementaux. Donc, il y a un échantillon qui peut être plus limité à cause de ça aussi.
D'ailleurs, il faut aussi noter que souvent, les personnes trans ou de la diversité de genre sont plus à même d'être en contact avec des professionnels de la santé, donc d'être dépistés pour l'autisme. Donc, ça peut aussi influencer là, le taux de co-occurrence qui peut être observé dans les études. Il y a aussi le fait que les outils d'évaluation de la dysphorie de genre sont construits sur des présumés neurotypiques souvent. Donc, ça écarte certains profils, certaines situations. Donc, c'est aussi à tenir en compte. Enfin, il y a aussi ce qu'on appelle, on appelle ici une aire commune d'anxiété sociale et d'exclusion. Autrement dit, c'est qu'il y a des difficultés à socialiser, la discrimination, l'intimidation, l'isolement, le stress ou l'anxiété. C'est tous des aspects des réalités des personnes qui sont non conformes dans le genre, qui peuvent aussi être propres aux personnes autistes et ou donner une impression clinique d'autisme, et ou voire inversement, d'avoir une dysphorie de genre parce qu'on a certains des traits comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des comorbidités, en fait. Donc, c'est que ça n'a pas de lien direct ensemble, mais que souvent, ça va se présenter en même temps. Donc, voilà, ça peut aussi brouiller un peu les cartes par rapport à tout ça. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est vraiment juste que les outils diagnostiques ne sont pas toujours adaptés à l'intersection de l'autisme et la pluralité de genre, que les personnes autistes de la pluralité de genre ne sont pas toujours pris en compte dans les interventions, dans les diagnostics. Donc, c'est possible que les chiffres soient surestimés ou sous-estimés par rapport à la co-occurrence de l'autisme et de la DSPG. Prochaine diapo. Donc, malgré l'incertitude autour des chiffres, il y a des hypothèses qui tentent aussi d'expliquer pourquoi il y aurait davantage de personnes autistes de la DSPG. Donc, je vais regarder quelques-unes avec vous. D'abord, il y a des hypothèses qui suivant les caractéristiques de l'autisme. Par là, on estime que les caractéristiques comme la rigidité de l'esprit, de pensée, je veux dire, difficultés communicationnelles, les particularités sensorielles, les différents traits de l'autisme, ils peuvent influencer le développement, l'affirmation et l'expression de l'identité de genre. Donc, les traits rendraient les personnes autistes moins conformes dans le genre dû à traverser ces différentes étapes-là de développement du genre. Il y a aussi une autre hypothèse qui est vue comme connectée, on pourrait dire, à celle-là, c'est le rapport aux normes sociales. Donc, c'est que la normativité hétérosexuelle, cisgenre, serait moins intégrée par les personnes autistes. Donc, il y a d'ailleurs une autre hypothèse aussi qui dit qu'en fait, ce serait peut-être les personnes neurotypiques qui supprimeraient davantage la non-conformité de genre ou la diversité sexuelle, parce qu'elles sont plus perméables aux normes, donc et aussi la peur des conséquences de ne pas suivre les normes. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi il y a plus de personnes autistes qui feraient fi de ces normes-là et s'exprimeraient plus librement dans leur identité de genre, par exemple. Enfin, les effets sociétaux. Il y a plus qu'une reconnaissance sociale des réalités de l'autisme ou de la DSPG, ça pourrait expliquer l'augmentation des cas observés. En d'autres mots, si ces identités-là sont moins stigmatisées dans la société, on en parle plus, il y a plus d'acceptation sociale, ça amène plus de personnes à exprimer ouvertement ces identités-là et donc plus de cas observés là, dans les études aussi. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs théories différentes qui peuvent être aussi contradictoires en ce moment, mais dans le cadre de notre étude, on a vraiment voulu aller au-delà des théories du pourquoi et du combien de personnes, pour vraiment se concentrer sur les besoins des personnes concernées, mais aussi les besoins en termes d'intervention. Donc, c'est là-dessus que le reste de la présentation va se concentrer. Prochaine slide, oui. Donc, je vais parler un petit peu de notre méthode. Ça va vous embêter trop longtemps avec la méthodologie, mais pour faire simple, c'est une recension de la littérature. Le but, c'était d'avoir ensemble des avancées scientifiques dans le domaine de l'autisme en ce qui concerne la diversité sexuelle et la pluralité de genre. Il y a beaucoup plus d'emphase qui a été mise sur la pluralité de genre dans les études en général. Donc, vous allez voir que les recommandations tournent souvent autour du genre plus que de la diversité sexuelle. On a commencé notre
notre collecte des sources en 2020, donc avec nos collègues aussi, Marie-Hélène et Caroline, qui est ici d'ailleurs. On a fait une première phase de collecte. On avait 114 sources qui parlaient du sujet, qui venaient de différentes disciplines, que ce soit biomédicale, psychologie, sciences sociales, intervention. Donc, on a également inclus aussi des ouvrages qui rassemblent les témoignages des personnes concernées, donc d'avoir pas juste un point de vue expert, mais aussi un savoir expérientiel aussi. Puis puisque, comme Lisande l'a mentionné au début aussi, il y a eu une explosion de la littérature vraiment dans les dernières années, qui fait en sorte qu'on a toujours resté vigilante aux nouvelles sources qui sont sorties, donc pour intégrer les plus pertinentes, et on continue à le faire encore aujourd'hui dans une certaine mesure. Mais la recension officielle, elle a pris fin au printemps 2022 avec plus de 200 sources là, à analyser. Notre méthode aussi, au-delà de la recension, on avait aussi un comité lié au ministère de la Santé et Services sociaux, qui était composé, entre autres, de personnes autistes de la DSPG et d'autres professionnels, travail social, par exemple. Donc, on restait proche des réalités des personnes et des besoins en intervention en faisant des allers-retours avec le comité et où on était avec la recherche. Donc, ouais, je vais passer à Lisande pour débuter sur les résultats. Oui, merci Raphaël. On dirait que je ne suis pas capable d'avancer. Bon, résultats, plongeons ensemble si vous le voulez. Premièrement, pour entrer dans le vif du sujet, hein, c'est toute l'idée qui ressort beaucoup de la littérature que ce croisement-là entre les deux identités qu'on nomme ont une présentation spécifique. Donc, première chose, hein, peut-être quand on s'intéresse au sujet et puis quand on accompagne des gens qui nous semblent présenter cette double particularité-là, c'est bien sûr de s'informer sur la présentation de l'autisme chez les personnes de la diversité sexuelle, pluralité de genre et inversement. Évidemment, ça regroupe beaucoup de situations, hein, comme on a dit, la diversité sexuelle et la pluralité des genres, ainsi que le spectre de l'autisme. Donc, il n'y a pas de règle générale qu'on peut vous annoncer aujourd'hui sur les manières dont se présente ce croisement-là. Il faut y aller par sous-groupe et par caractéristiques individuelles aussi. Une chose qui ressort très clairement des communautés concernées, doublement concernées, c'est de ne pas subordonner un aspect de leur identité à un autre. La pire chose à faire, c'est de décrédibiliser, par exemple, une identité trans en disant « c'est parce que tu es autiste » ou le contraire, décrédibiliser, par exemple, une quête de diagnostic de TSA en disant « c'est à cause de ton identité de genre non conforme », par exemple. Un corollaire de ça, c'est ne pas présumer des effets combinés de chacune des situations. Donc, par exemple, qu'on n'a pas accès à la compréhension des catégories de la pluralité des genres parce qu'on aurait un TSA, par exemple. Et que ces deux dimensions-là d'une personne peuvent s'agencer de manière dynamique puis représenter une expérience positive, valorisante et qui apporte de la congruence à la personne. Finalement, il est noté de toujours prendre en compte qu'on vit encore malheureusement dans un monde très genré, avec toutes sortes de normes sociales implicites, explicites, et que tant comme intervenante que comme personne concernée, on est influencé et participant parfois à la reproduction de ces normes sociales-là. Et que donc, par exemple, il y a certaines identités qui peuvent être plus difficiles à exprimer dans un contexte où on sait qu'on va être discriminé. Donc, il faut aussi garder un peu en tête qu'on vit encore malheureusement dans un monde fortement genré quand vient le temps d'accompagner ces personnes-là. Toute la sous-question de la communication et du vocabulaire, ça, c'est une question très importante en autisme, donc sur l'adaptation des interventions, mais aussi en diversité sexuelle et pluralité des genres. Parce que souvent, on va dire que le langage construit notre rapport au monde. Et donc, c'est les catégories disponibles pour s'identifier qui vont nous permettre de trouver qui on est, avec quoi on est confortable, comment on veut se présenter.
Et donc, ce rapport-là, plus flexible au langage et à l'éducation, au vocabulaire, est très important, surtout quand vient le temps d'accompagner des personnes au croisement de ces deux univers-là. Donc, bon, notamment, je pense qu'en autisme, c'est mieux connu, accepter les formes alternatives de communication selon les préférences et les facilités, les forces de la personne. Procurer plusieurs opportunités dans le temps de faire le travail d'exploration et puis d'introspection lié à l'identité de genre. Ça, je pense que c'est vrai pour toutes les personnes, là, neurotypiques ou neuroatypiques. Éduquer au vocabulaire nécessaire pour s'identifier. Donc, il y a plusieurs outils en ligne là, qui sont assez connus. Donc, la licorne du genre, la personne gingenre, qui sont des modélisations assez simples, là, mais qui visent à, par exemple, distinguer l'orientation sexuelle de l'identité de genre. Donc, faire un premier travail de débroussaillage sur la manière possible de s'identifier. De plus en plus dans la littérature, on parle de présenter le genre comme un continuum, mais encore plus que ça, il ressort l'idée de présenter le genre de manière multidimensionnelle. Donc, on va vous faire une petite proposition à la fin de la présentation, selon en fait les schémas qui ressortent vraiment des communautés de personnes en ligne. Finalement, quand des nouveaux termes sont forgés, ça peut bouger très, très vite, il faut travailler à mieux comprendre l'expérience qui y correspond. Ici, j'évoque la présence de l'identité neuroqueer qu'on va évoquer aussi en fin de présentation et qui désigne le fait que pour certaines personnes, on ne peut séparer leur identité, par exemple, de genre et leurs conditions neurologiques. Le soutien et le cercle social, vraiment crucial dans les deux univers et donc encore plus dans le croisement de ces univers. Donc, l'importance du soutien des parents là, est vraiment cruciale. D'ailleurs, simplement dans l'univers de la diversité sexuelle, c'est le premier prédicteur de bien-être des adolescents, le soutien parental fort. Bon, l'école reste un milieu très, très important aussi. Je pense que Raphaël en parle plus tard. Procurer des opportunités de rencontres entre pairs, des groupes de soutien. C'est intéressant de signaler qu'il y a aussi des groupes de soutien en ligne qui peuvent être plus intéressants parfois pour les personnes autistes quand elles préfèrent ce type de communication-là. Finalement, bon, garder une banque de ressources locales, c'est un peu un vieux truc quand on veut pouvoir procurer rapidement là, des références aux personnes qu'on accompagne. Si je ne me trompe pas, Raphaël, c'était à ton tour ici. Oui, c'est bien ça. Donc, oui, ensuite, éducation sexuelle et relationnelle. Il y a souvent une assumption que les personnes autistes n'ont pas de sexualité ou de désir relationnel, ce qui fait que ces sujets-là ne sont pas abordés par certains professionnels. Donc, pourtant, on sait qu'ignorer l'éducation sexuelle, ça peut avoir des conséquences négatives, tant pour la personne que pour son entourage. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir une éducation sexuelle et relationnelle qui est positive. Par là, on entend d'aller au-delà de parler des ITS et de la contraception, ce qui est essentiel, mais au-delà de ça aussi, dans ce qui est positif dans le relationnel. Par exemple, aborder la séduction, l'amorce d'une relation, la régulation sensorielle, puis même plus généralement, c'est parler de la diversité sexuelle, la pluralité des genres et aussi du lien que ça a avec la neurodiversité. Donc, c'est important que tout ça soit abordé avec les personnes. On parle aussi d'accompagner la personne dans l'établissement de ses limites personnelles. Donc, consentement sexuel, mais aussi plus largement. Donc, puis aider la personne à pouvoir exprimer ses limites à son ou sa ou ses partenaires. On recommande aussi de ne pas limiter les types de relations. Donc, que ce soit les relations amicales, les relations avec des animaux de compagnie, relations avec les intérêts ou leurs passions. Démystifier tout ça, c'est un peu travailler sur avoir une meilleure compréhension du développement relationnel et de l'établissement de ses limites aussi. Donc, ce n'est pas juste dans l'intime de la sexualité. C'est au-delà de tout ça qu'on développe un rapport avec ses limites personnelles. Il y a aussi certains résultats qui montrent qu'il y a une détresse élevée en ce qui trait aux préoccupations autour du genre chez les filles autistes ou les assignées filles autistes pendant la période d'adolescence et de la puberté, donc où il y a un changement corporel. Et donc, il y a un besoin d'avoir un support plus individualisé pour ce groupe-là en particulier.
Donc, c'est bon à retenir aussi. Se dit, dans le rapport que vous allez avoir accès aussi, il y a une liste de références plus détaillée sur des programmes d'éducation sexuelle existants. Vous pourrez en savoir un peu davantage aussi, là, des exemples plus concrets. On peut aller à la prochaine slide. Donc, exploration du genre, approche affirmative et structurée. Donc, c'est le gros morceau ici. Pour ce qui est d'exploration du genre, il est recommandé, en général, dépendamment des milieux de pratique, mais d'avoir une équipe qui a les deux expertises. Donc, une expertise DSPG et TSA. Ou si ce n'est pas possible d'avoir les deux, ben, c'est au moins d'avoir une collaboration qui est étroite entre des professionnels qui ont chacune de ces expertises-là. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt, ce que Lisande présentait, c'est l'intersection. Ce n'est pas juste une addition de deux identités, c'est pas une est plus importante que l'autre. Donc, c'est bon d'avoir comme une expertise qui comprend là, vraiment le lien entre les deux. C'est important de mentionner aussi que le discernement de genre demande de l'exploration, de l'introspection et beaucoup de temps. Pour ça, il faut que l'accompagnement soit sécuritaire et soutenant. Donc, il faut avoir une constance aussi dans le suivi des rendez-vous, qu'il y ait plusieurs rendez-vous, s'adapter au rythme de la personne. Aussi, souvent, les jeunes autistes trouvent que c'est difficile de venir à leur rendez-vous ou de s'organiser autour de toute la planification, naviguer le monde médical ou administratif. Donc, c'est bon aussi que les professionnels puissent prendre du temps pour les aider à la planification de tout ça. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit de traitements médicaux destinés à soulager la dysphorie de genre, il faut aborder clairement les effets qui peuvent être irréversibles là, des traitements médicaux et les attentes autour de ces traitements-là avec la personne. Parce qu'il peut être difficile parfois de se projeter dans le futur chez certaines personnes autistes, donc c'est bon d'avoir aussi une clarté des impacts de tout ça. Aussi parler des risques et des bénéfices de tout ça. De la manière d'en parler aussi, c'est de tenir en compte le style de pensée de la personne et aussi son rythme, sa forme de communication. Donc, tout ça simplement dans le but que la personne puisse pleinement consentir au traitement dont elle va avoir accès. Ensuite, ben, encourager l'expression de genre, ça augmente la confiance en soi et ça diminue la marginalisation. Très souvent, les personnes autistes ont été marginalisées pendant plusieurs années de leur vie. Puis ce qu'on remarque à travers les études, c'est que le changement de rôle de genre, il ne va pas augmenter la marginalisation de la personne, mais plutôt la diminuer, parce que ça augmente la confiance en soi et, par influence aussi la compétence à interagir socialement de manière proportionnelle. Donc, en général, c'est l'expression de genre va améliorer la condition de la personne plutôt que la nuire. Enfin, la concurrence entre autisme et dysphorie de genre, ça ne doit pas exclure les personnes des soins d'affirmation de genre. Par exemple, ce n'est pas une contre-indication pour des traitements hormonaux d'affirmation du genre. Et il y a un consensus dans le milieu aussi qui dit que les jeunes personnes autistes sont capables d'autodétermination sur leur identité de genre et sur les traitements qu'ils peuvent avoir. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de contre-indication. C'est bon de le rappeler. Prochaine slide. Il est important aussi de discuter des manières de vivre et de parler du genre dans un monde qui est toujours cisnormatif et neurotypique. Peut être bénéfique d'aider les jeunes autistes à se préparer à naviguer des situations sociales voire anticiper des moqueries, des formes de discrimination qui sont liées à la cisnormativité. On peut les aider à négocier, à balancer c'est le désir de liberté et d'expression par rapport à, bon, c'est quoi les réels dangers qui peuvent se présenter dans leur environnement aussi. Il y a moyen aussi d'expérimenter avec tout ça à travers des jeux de rôle, réponses, actions, tout dans l'objectif de bien sensibiliser la personne à l'impact de l'environnement et du monde qui est toujours
qui est toujours genré autour. Il faut avoir conscience aussi des difficultés autour du dévoilement ou du coming out, comme on appelle, qui peut être double, voire triple chez les personnes à l'intersection. Donc, il y a le coming out de l'autisme, il y a le coming out de la diversité sexuelle ou du genre, et il y a aussi le coming out de la combinaison des deux. Donc, tout ça, c'est différents moments d'importance qui se font souvent avec plusieurs personnes autour des proches, que ce soit famille, amis. Donc, les aider à faire face à ces situations-là peut être important. Il est remarqué aussi dans certaines études que spécialement les hommes ou les assignés hommes à la naissance de la DSPG ont un peu plus de difficultés à faire leur coming out. Donc, il y a plus d'accompagnement qui doit être fait auprès d'eux. Il y a aussi une augmentation des problèmes émotionnels, comportementaux, des problèmes affectifs, somatiques, d'anxiété qui peut être observé chez les personnes autistes de la pluralité des genres. Donc, en tant que professionnel qui travaille auprès de ces personnes-là, il faut être alerte aussi de ces conditions, puis de les co-occurrences que ce soit d'anxiété et tout ça. Donc, il faut avoir dans le plan d'intervention et tout ça, de s'assurer que les personnes ont accès aux services spécifiques s'ils en ont le besoin. Prochaine slide. Enfin, milieu inclusif, on recommande d'avoir des environnements qui sont ouverts, qui sont accueillants, puis qui facilitent l'exploration libre et sécuritaire du genre. Donc, ça peut aider les jeunes à négocier les aspects concrets et abstraits du genre dans un environnement qui est sécuritaire. Donc, un très bon exemple de ça, c'est l'environnement scolaire, qui est particulièrement important. Les écoles et les professionnels qui sont dans les écoles, les professeurs et tout, doivent travailler à un niveau individuel aussi afin d'accommoder la personne à ses besoins, mais aussi à un niveau plus global. Donc, que ce soit par exemple des politiques d'affirmation de la pluralité des genres ou la possibilité de changer de nom, intervention plus proactive autour du harcèlement ou de l'intimidation. Donc, de travailler aussi le collectif et non seulement au niveau individuel dans l'environnement scolaire. Enfin, aussi un accès au soutien, tant dans ces relations qu'au niveau de l'environnement est primordial, afin de permettre la compréhension et l'exploration de genre, puis un plus grand sentiment d'appartenance. On l'a mentionné un peu plus tôt, mais ce soutien d'appartenance-là, ça augmente vraiment le sentiment de congruence personnelle, autrement dit, d'être plus en harmonie avec soi-même et plus dans s'accepter en tant que personne et son identité. Donc ça va vraiment faciliter l'exploration de genre et l'identification et l'affirmation et tout ça. Oui, donc ça serait terminé pour moi. Je repasse à Lisa. Oui, donc on aurait fait un peu le tour des grandes catégories de recommandations qui sont ressorties de la littérature, qu'on essaie de synthétiser. Donc, je vous réfère encore une fois au rapport, là, si vous voulez, en fait, des recommandations plus précises, des références à des écrits, des études, des outils même. Donc, je pense que c'est quand même un document là, qui est possible de consulter pour avoir des réponses plus spécifiques. Donc, ça fait beaucoup, on est conscient. Mais c'est pour ça qu'on veut aussi peut-être terminer en abordant cette idée de spectre et de nouvelles modélisations visuelles qui pourraient nous aider à mieux appréhender ces catégories-là, à mieux les expliquer, à mieux les exposer. Donc, première représentation qu'on a trouvée en ligne, ça circule beaucoup dans certains réseaux, là, surtout du côté de la diversité sexuelle, pluralité des genres. Donc, simplement pour vous dire que j'ai traduit à l'extérieur du carré noir, là, donc j'ai traduit les termes. Donc, c'est pour ça que ça a l'air d'être une diapo compliquée, mais on peut se concentrer simplement sur la modélisation au milieu. Souvent, on va parler du spectre de l'identité du genre et on va mettre à un bout homme et à l'autre bout femme, et puis là, avec toutes les nuances qui peuvent se trouver entre les deux. Donc ici, c'est un axe qui part de en haut à gauche, homme,
et qui va jusqu'en bas à droite du schéma femme. Donc, vous voyez toutes les gradations de bleu et de rose sur cet axe. Ce qu'il est de plus en plus proposé dans la science et dans les communautés en ligne, c'est de rajouter un deuxième axe, donc celui que vous voyez qui partirait de en haut à droite jusqu'à en bas à gauche, pour désigner le rapport à la catégorie de genre. Donc, en bas à gauche, on aurait l'idée d'être à genre, donc la possibilité de ne pas s'identifier à un genre particulier. Et donc, on sort ici de homme-femme, hein, parce que c'est rien de tout ça. Et à l'autre bout du spectre, en haut à droite, tout ce qui est les identités qui ont été regroupées dans ce schéma-là, dans la catégorie de genderqueer. Donc, l'idée de ne pas s'identifier aux distinctions de genre conventionnelles, donc de s'identifier ni à homme, ni à femme, mais à autre chose, hein, il y a d'autres identités, aux deux à la fois ou à une combinaison des deux. Donc, vous voyez un peu qu'on complexifie le spectre habituel, on en fait un prisme à plusieurs dimensions et ça ouvre les possibilités pour l'auto-identification. Sachant aussi hein, qu'un autre cheval de bataille là, dans l'univers de la diversité sexuelle, pluralité des genres, surtout la pluralité des genres, c'est de soulever le fait que l'identité de genre peut fluctuer, peut évoluer, peut changer dans le courant d'une vie. Ce qui est une idée là, pas encore si acceptée que ça dans différents milieux, mais qu'il faut vraiment garder en tête que l'identité de genre est dynamique, peut être dynamique. Donc, première représentation qu'on a trouvée en ligne et qui nous semble particulièrement parlante, un peu des appels qu'il y a dans la littérature à complexifier notre conception du genre. Deuxième modélisation qu'on a trouvée, qui circule plutôt dans les réseaux de personnes autistes, c'est l'idée que le spectre de l'autisme pouvait être vu plus classiquement comme le dit le schéma, moins autiste jusqu'à plus autiste. Et évidemment, c'est une représentation qui peut être vexante et non productive pour les personnes. Et donc, cette schématisation-là nous rappelle que le spectre de l'autisme, c'est que chacun, on est fait de plusieurs dimensions. Donc, ici, on parle de différences sociales, d'intérêts, de sensibilité sensorielle, etc. Et que sur chacune de ces dimensions-là, on peut avoir un niveau de besoin plus ou moins élevé, et que ce niveau de besoin-là peut changer aussi selon les situations, les moments de la vie, etc. Et donc, c'est une autre manière de vous montrer comment réfléchir à ces identités-là en spectre. Ça peut nous aider aussi à mieux coller à l'expérience subjective des personnes et ouvrir les catégories pour s'auto-identifier et parler de soi. S'il y avait une chose à retenir aujourd'hui, c'est un peu le message qu'on essaie de marteler. Donc, l'identité de genre et la condition neurocognitive sont deux aspects d'une même personne. Ils sont pas seulement l'identité qui en résulte, c'est pas seulement l'addition de deux dimensions, mais c'est aussi la manière particulière chez une personne avec laquelle le genre et le style cognitif vont s'exprimer de manière dynamique et interdépendante. Et donc, de se rappeler que ce sont deux spectres qui peuvent se croiser et qui se croisent, peu importe notre identité de genre et notre condition cognitive. Finalement, on vous en avait parlé un peu plus tôt, on voulait attirer l'attention sur le fait qu'il y a des nouvelles catégories aussi, comme la catégorie, par exemple, de neuroqueer, qui cherche à désigner que chez ces personnes, elles sentent qu'on ne peut pas distinguer la dimension propre à l'autisme, mais la dimension propre à leur rapport au genre. Donc, c'est pour vous montrer que ça continue d'évoluer très rapidement. J'ai vu certaines listes assez impressionnantes de nouvelles catégories identitaires qui existent là, au croisement de ces deux identités-là et que c'est important de rester à l'affût pour savoir de quoi il est question quand on entend certains termes comme ça. Ça serait ça pour aujourd'hui. Donc, vous avez ici la référence du rapport. Le lien est dans le chat, c'est disponible sur notre site Internet. Et quelques références ici, bien sûr, qui ne sont pas